Aujourd'hui, on vous fait un coup de gueule un peu particulier. Les mouvements écologistes et sociaux continuent de se mobiliser, d'être de plus en plus durement réprimés, mais aussi de se confronter entre eux, parfois de façon assez mouvementée. Alors, posons-nous la question, comment doit-on lutter? Quels sont nos buts, nos objectifs? Doit-on faire des compromis? Qu'est-ce que la radicalité et quelles sont nos limites? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui. D'abord, mettons-nous d'accord sur un point, la situation est extrêmement grave. La biodiversité est détruite, les dernières projections des climatologues sont encore plus alarmantes que celles qui ont donné cours aux marches pour le climat il y a un an. Les forêts brûlent un peu partout, en Sibérie, aux États-Unis, en Australie, au Liban, et bien sûr en Amazonie où l'on vient d'apprendre que la déforestation a augmenté de 93% par rapport à l'année dernière. On bétonise partout, alors que l'on sait que les 3/4 des terres mondiales sont déjà endommagées par la civilisation. Bref, c'est la méga merde, et quand on a le malheur de faire pression pacifiquement sur les pouvoirs publics pour supplier un peu d'audace et de réactivité, on assiste à des scènes comme celle-là. Plus le chaos se dessine sous nos yeux, plus le spectacle renforce ses illusions, plus les réactionnaires nient la réalité. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Plus le greenwashing tente de nous faire croire qu'on sauvera le monde en éliminant les pailles, et plus les élites défendent coûte que coûte leur position dominante. Si l'on veut lutter pour la planète, les efforts individuels sont bien sûr utiles, mais ils ne suffiront pas. Ils ne constituent pas un rapport de force suffisamment grand face aux grands destructeurs du monde. Il nous faut donc prendre du recul et amorcer une critique systémique, c'est-à-dire une critique qui prend en compte tous les aspects, enjeux, tenants et aboutissants de la situation. Et donc en ne jugeant pas un fait de manière isolée, mais en l'ayant intégré au système dans son ensemble. Par exemple, en ne s'attaquant pas uniquement au bout de la chaîne qu'est la consommation. Non, en tant que consommateur, vous ne pourrez pas tout changer, et oui, votre responsabilité est marginale dans le système organisé de la destruction du vivant. Un système industriel et hiérarchisé qui repose sur des mécanismes complexes, interdépendants et coercitifs. Paradoxalement, l'individu, qui pourtant se trouve au centre du récit porté par une société, convenons-en, plutôt individualiste, a très peu de poids dans l'organisation de cette société. La plupart des choix stratégiques qui régissent notre vie et celle de la communauté sont pris à d'autres niveaux pour servir des intérêts souvent économiques, politiques ou géopolitiques qui nous dépassent très largement. Ce n'est pas le consommateur qui a choisi, après la guerre, de transformer les industries chimiques en opportunités économiques pour le secteur agro-industriel. Toujours pas le consommateur qui s'est battu pour démanteler les transports en commun au profit de l'automobile, de son lobby et de celui du pétrole. Toujours pas lui, et donc pas vous, qui vote pour qu'en France, par exemple, un vol domestique revienne souvent moins cher que le même trajet par le train. Pas vous non plus, qui demandez qu'on importe illégalement du bois d'Amazonie ou du gaz de schiste liquéfié par bateau. Pas vous non plus, qui vous êtes battu pour avoir le CETA. En fait, vous êtes beaucoup moins méchant que ce que vous pensez de vous. Non, il faut d'urgence arrêter avec cette idée que le consommateur est le premier responsable de la crise écologique. Dans la chaîne de production, il est même le dernier responsable. Non. Et il adapte le plus souvent ses choix en fonction de l'offre et de son revenu. Cette vision autoculpabilisante et individualiste de l'écologie, c'est du pain béni pour les grands industriels. Nous n'avons pas le temps d'attendre que chacun fasse sa petite révolution intérieure, et surtout pas avec cet ouragan médiatico-publicitaire qui emporte encore un peu plus de nos neurones chaque jour. Bref, si la réponse n'est pas individuelle, elle est donc nécessairement collective, donc politique. Et elle commence en cessant d'être reléguée à une simple condition d'individu qui n'a que la consommation ou la non-consommation comme seul moyen de résistance. On vaut mieux que ça. Cette politisation de notre lutte l'inscrit dès lors dans le mouvement social et dans son histoire. Celui-là même qui a permis d'arracher par des moyens multiples la presque totalité des avancées sociales que pratiquement personne ne se permettrait de remettre en question aujourd'hui, à part l'un ou l'autre président sous coke, ou même un certain Hubert. Et hop là. Oh. Beaucoup de jeunes ont bien compris que le monde ne tourne pas rond. Ils s'activent, mais la plupart du temps ne s'expliquent que en s'appuyant sur les faits scientifiques.
Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Vous dire perso, moi, à 16 ans, ma conscience politique se résumait à trouver que François Hollande, il avait une tête rigolote. Définissons donc clairement nos objectifs et inspirons-nous de l'histoire des luttes sociales et ouvrières passées et présentes, de leurs moyens d'action, de leurs idées, de leurs finalités. À ce propos, que veut dire le mot radicalité? La radicalité, selon le CNRTL, c'est ce qui est relatif à la racine, à l'essence même de quelque chose. Deuxième définition de la radicalité, qui a une action décisive sur les causes profondes d'un phénomène. D'ailleurs, le mot partage son étymologie avec le radis, qui n'est rien d'autre qu'une racine. Merci, monsieur dictionnaire. Être radical, ça veut dire aller à la racine des problèmes et en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Aller voir au tout début de la chaîne et regarder quelles sont les actions possibles au bout, c'est-à-dire nous. De la racine jusqu'à la canopée, c'est cela, pour nous, la radicalité. Peut-on verdir le capitalisme ou doit-on le stopper et le démanteler? Est-il possible de continuer de faire croître indéfiniment une économie dans un monde où les ressources sont finies? Changer le système ou changer de système? Pour nous, la critique du capitalisme est une condition de la lutte écologique. Elle est inévitable. Nous considérons que c'est ce modèle de croissance productiviste, industrialiste, inégalitaire, extractiviste et impérialiste qui est la cause des désastres dont on parle ici. Et que ce ne sont pas ceux qui ont déjà détruit la Terre qui tout à coup vont avoir un sursaut moral et tout sauver. We're sorry. Tout ce que nous avons obtenu de la plupart des industriels et des États jusqu'à présent, ce sont des tentatives pernicieuses, voire consternantes, de verdir leur image, tout en remettant la responsabilité sur le dos du citoyen. We're sorry. Et les gouvernants dans tout ça? Sont-ils prêts à renoncer à leur quête de croissance? Peut-on solliciter leur aide ou doit-on les forcer à négocier? Jusqu'ici, on ne peut que constater l'absence de volonté, l'inertie ou l'impuissance des politiques. Plus de 50 ans d'alerte scientifique, de mobilisation pacifique, de revendications, de pétitions n'ont pas suffi à mobiliser tout l'arsenal politique autour de la crise écologique. Pire que ça, tout s'est dramatiquement accéléré. Sorry. L'écologie est une préoccupation sans réponse parmi d'autres, dans un climat de social-démocratie aux abois. Son spectre, la démocratie représentative actuelle, peine à convaincre de sa légitimité, elle déçoit. On ressent de plus en plus l'envie de démocratie directe, avec un mouvement comme les Gilets jaunes en France et en Belgique, et un désir des peuples d'être entendus, d'être souverains. Bref, pour nous, la solution ne sera pas politicienne, pas dans les conjonctures actuelles, pas dans ce système oligarchique. Alors que fait-on ? C'est le moment de parler stratégie et moyens d'action. D'abord, il nous faut distinguer deux types principaux d'action, action symbolique et action directe. Sommes-nous limités à des actions symboliques qui visent à alerter l'opinion publique, ou entrons-nous en résistance? Veut-on réaliser des coups médiatiques ou des actions concrètes d'opposition? En bref, sommes-nous des lanceurs d'alerte ou des acteurs d'une lutte? Bien qu'il ne soit pas impossible d'être les deux, là on est bien d'accord. Les actions symboliques, prédominantes dans les mouvements écolos actuels, servent à porter des messages, des arguments, des idées, à les faire progresser dans le débat public et monter à l'agenda politique. Elles ont donc complètement leur raison d'être, tant que les messages portés sont utiles et pertinents. Faire des actions symboliques, des coups d'éclat médiatiques pour porter haut et fort l'idée qu'il y a un réchauffement climatique et que nous sommes tous et toutes plus chauds que le climat, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant et il faut pouvoir le dire. D'ailleurs, le côté dépolitisé de ce slogan le rend très facilement récupérable par les premiers ennemis du climat, industriels, publicitaires et autres chefs de gouvernement. Pour nous, il est urgent de politiser nos slogans, de ne pas mâcher nos mots, d'appeler un chat et de ne pas avoir peur de dire que l'on combat un système mortifère qui détruit la planète. Concernant les actions plus directes, beaucoup plus rares il faut le dire dans une société où le spectaculaire suffit à nous donner une impression d'impact concret sur le réel, un faux dilemme manichéen vient souvent s'interposer, violence ou non-violence. Mais honnêtement, qu'est-ce que la violence et d'où vient-elle ? De celui qui vient détruire une zone naturelle précieuse pour la biodiversité en y installant des parkings, ou de celles et ceux qui se mobilisent sur place, qui bloquent le chantier et à la rigueur siphonnent le réservoir d'une pelleteuse. Nous pensons qu'au vu de l'urgence et de la gravité des enjeux actuels, nos actions doivent se décider non pas à partir de postulats moraux, mais bien sur la question de l'efficacité.
Il est sûr que les actions doivent se multiplier en nombre et en stratégie. Les marches, les sit-ins, la désobéissance pacifique, les blocages, les grèves, les sabotages, les manifs sauvages, les ZAD sont autant d'actions qui doivent être expérimentées, mais aussi se respecter, tant qu'elles ne sont pas régies par des dogmes et vécues comme des fins en soi. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il nous manque aujourd'hui toute une partie de l'échiquier de la lutte sur l'écologie. Une résistance au sens physique du terme, avec des actions plus concrètes, plus pragmatiques. Un entrepôt de commerce en ligne va bientôt être construit dans votre région, une autoroute va venir perforer la forêt de votre enfance, une sablière va être couverte de béton pour y installer un zoning industriel. Allons sur place et empêchons que cela puisse se faire, comme les zadistes courageux de Notre-Dame-des-Landes ont pu empêcher le projet d'aéroport. Si nous faisons cette vidéo, c'est parce que nous avons beaucoup discuté, vécu, réfléchi ces derniers mois et que nous voulions partager ça avec vous pour susciter la discussion, le débat, la critique. Pour nous, la confrontation est saine et le débat peut être vif, donc il est fait de façon sereine et constructive. C'est même très bon signe en fait, ça veut dire que le mouvement continue de se développer, de grandir, de construire des ramifications idéologiques, bref, de vivre quoi. Respectons la diversité de nos tactiques et ne nous tirons pas dans les pattes. Soyons à l'écoute et autocritiques, sortons de notre zone de confort intellectuel et de nos convictions. Personne n'est forcé de penser le monde dans les limites du cadre imposé par le système actuel. Personne. Et le fait de ne plus être d'accord avec les règles du jeu fait partie du jeu lui-même qu'est la démocratie. En théorie. Nous sommes légitimes de rejeter un système jugé non pertinent pour toutes les raisons que nous évaluons, de s'insurger et de proposer autre chose. Déconstruisons le carcan idéologique de la social-démocratie, de la civilisation industrielle et du capitalisme, ou du moins prenons du recul par rapport à tout ça. Nous vous avons mis dans la description quelques bons films et quelques conseils de lecture et on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à réagir parce qu'on se nourrit aussi de vos commentaires et de vos réactions. Et on se retrouve bientôt sur le billet vert et sur Mister Mondialisation. Ciao.